Voilà. Allez, alors l'augmentation de capital aujourd'hui, à quoi ça sert d'augmenter son capital social? Ça, c'est important. Je vais vous l'expliquer. Quel est le montant du capital social idéal? Comment faire rentrer de nouveaux associés sans perdre le pouvoir? Comment connaître très simplement la valeur de votre société et quelles sont les actions à engager très précisément pour faire votre augmentation de capital? Alors, à quoi ça sert d'augmenter son capital? C'est important de recontextualiser hein, les différents intérêts parce que vous pouvez chercher, vous pouvez penser une augmentation de capital pour un point et puis vous verrez, vous voyez que ça peut avoir une autre incidence. Donc, en général, c'est pour financer sa croissance, pour faire rentrer de l'argent sans avoir à s'endetter. L'énorme avantage des augmentations de capital, c'est qu'elles permettent de faire rentrer de l'argent que vous n'avez pas à rembourser puisque l'investisseur récupérera son argent le jour où il vendra ses parts. D'accord? Donc, contrairement à une dette, une augmentation de capital, c'est de l'argent qui rentre dans l'entreprise et qui n'en ressort pas. La deuxième chose, c'est de faire rentrer des nouveaux associés, indépendamment de l'aspect financier. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin de s'associer parce que, je vous le répète, dans les affaires, plus 1 égale 4. 1 plus 1 égale 4, c'est clé. Si vous êtes un entrepreneur, si vous avez un associé, vous savez normalement qu'à 2, vous allez beaucoup, beaucoup plus vite que même à 2 fois 1. D'accord? Donc, à 2, dans la plupart des business, on progresse plus vite que seul. Seul, c'est très difficile de développer une entreprise seule. Il y a beaucoup de gens qui le font, hein, c'est pas impossible. Mais enfin, l'association, c'est souvent une façon pour ceux qui aiment partager, pour ceux qui ont une certaine ambition que tout le monde n'a pas. Hein, je respecte les ambitions des uns et des autres, les projets de vie des uns et des autres. Eh bien, pour ceux qui souhaitent se développer, qui ont une ambition assez forte, l'association, c'est un moyen d'accélérer cette ambition. Renforcer sa crédibilité, c'est aussi un élément, le capital, une augmentation de capital, ça peut permettre d'augmenter le capital social et donc, notamment si vous avez des clients grands comptes, des grandes entreprises, eh bien, vous avez besoin d'afficher, on en reparlera un peu tout à l'heure, d'afficher une certaine puissance, aisance financière qui peut vous aider à être plus facilement référencé chez ces clients grands comptes qui ont parfois des grilles d'analyse de leurs prestataires dans lesquels, évidemment, il y a des éléments d'analyse financière et pour lesquels le capital peut avoir son importance. Et enfin, partager la réussite de son équipe, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je l'ai fait dans toutes les entreprises que j'ai développées. C'est que si vous voulez avoir l'adhésion de vos équipes, l'adhésion de vos managers, il faut les faire entrer au capital d'une façon ou d'une autre. Pour ça, il y a plein d'outils. Je ferai un webinaire là-dessus, bien sûr, mais partager la réussite de son entreprise dans tous les sens du terme. Et je peux vous dire que des managers, lorsqu'ils sont au capital de l'entreprise, eh bien, ça permet de les unir, de les impliquer un peu plus dans le développement de son entreprise. Donc, vous voyez, 4 axes différents qui peuvent justifier une augmentation de capital. Une question qui revient souvent, quel est le montant du capital idéal? Voilà. Quel montant du capital social idéal? Est-ce qu'il y a un montant idéal? Alors, le plus important, vous voyez, ce sont les capitaux propres. D'accord? On va pas trop rentrer dans des domaines comptables et financiers aujourd'hui, c'est pas l'objet de la présentation, du webinaire. Mais comprenez, il y a des bases que vous devez maîtriser, que vous devez comprendre. Capitaux propres, d'accord? Les capitaux propres, c'est le capital social plus le cumul des bénéfices et des pertes qui n'ont pas été distribués. Bénéfices évidemment, parce que les pertes, évidemment, ça ne se distribue pas. D'accord? Donc, le plus important pour votre banquier, le plus important pour vos clients s'ils regardent vos comptes, pour vos partenaires, ça va être le montant de vos capitaux propres. Donc, vous pouvez avoir un petit capital social. Si vous avez des capitaux propres élevés, je reviens en arrière, si vous avez des capitaux propres élevés, eh bien, c'est les capitaux propres qui prévaleront parce que les capitaux propres, c'est un peu la valeur de l'entreprise à la date d'aujourd'hui. Alors que le capital social, pour schématiser, je dis le capital social, c'est le poids de votre entreprise à sa naissance. C'est comme un enfant, c'est le poids à la naissance. Vous avez eu un enfant, vous allez en avoir. Alors, si votre enfant fait 3,5 kg à naissance, super, bravo, il était en bonne santé. S'il fait 2,2 kg
bon, c'est probablement qu'il était prématuré. C'est une indication, mais c'est pas déterminant pour la vie, le restant de sa vie, d'accord? Le capital social, c'est aussi bête que ça. C'est l'argent qui a été mis sur le compte bancaire le jour où la boîte a été créée. C'est tout. Après, ce que c'est devenu, est-ce que ça a grossi, est-ce que ça a perdu? Bon, eh ben, c'est une information qui, d'un point de vue purement financier, est quelque part un peu absurde. La vraie information, le vrai sujet, c'est les montants de vos capitaux propres, c'est ça. Parce que les capitaux propres, c'est la valeur d'entreprise, c'est sa solidité financière. Est-ce qu'elle a des réserves? Est-ce qu'elle a constitué des réserves? Est-ce qu'elle s'est musclée? Est-ce qu'elle a investi? Ben ça, ça se voit dans les capitaux propres. Donc, je vais vous montrer après euh, comment accéder à vos propres capitaux propres. Donc, comprenez-le bien, le capital social, c'est pas la clé. Néanmoins, ça a un impact psychologique important pour beaucoup de gens qui ne connaissent rien en termes de finances. Donc, tout le monde n'est pas banquier, tout le monde n'est pas analyste financier. Donc, le capital social, ça peut avoir un impact pour des clients, pour des partenaires qui connaissent rien. Ils vont regarder sur Infogreffe ou je ne sais où le montant de votre capital social. Ils vont essayer de se faire une idée par rapport à ça. Donc, ça a quand même une petite importance psychologique. Et pour ça, il y a 3 seuils. Enfin, ça, c'est vraiment mon expérience personnelle, je trouve. En tous les cas, c'est 3 seuils. C'est-à-dire, le premier seuil, c'est 1 000 euros. Bon, une entreprise qui a moins de 1 000 euros de capital social, on se dit, c'est quand même bizarre. 200, 300 euros, c'est vraiment pas beaucoup. 1 euro, n'en parlons pas, mais 200, 300, 500 euros, on se dit, il a vraiment démarré difficilement. C'est pas, voilà. 1 000 euros, c'est un premier seuil. Alors après que vous ayez 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 8 000 euros, vous savez, c'est un peu comme les prix, c'est du marketing, hein, c'est de la psychologie. Donc, il y a des effets de seuil, il y a des prix symboliques. Bon, ben, de 1 000 à 9 000 euros, ça change pas grand-chose. D'accord? 10 000 euros, on rajoute un chiffre de plus, on a 5 chiffres, voilà, on rentre, on passe à un nouvel étage, vous voyez, jusqu'à 50 000 euros, puis au-dessous de 50 000 euros, que vous ayez 50 000 euros ou 500 000 euros de capital, ça ne change pas vraiment la donne. Voilà. Bon, donc, il y a beaucoup d'entreprises qui démarrent avec 1 000 euros, ça se passe très bien, et puis au bout d'un certain temps, quand elles ont un peu plus d'assises financières, eh bien, elles augmentent leur capital de façon à passer à 10 000 euros, voilà, pour donner un peu plus de consistance. Mais encore une fois, on est dans la psychologie, vous allez comprendre pourquoi. Comment connaître très simplement la valeur de votre entreprise? On fait, je vous montre un petit exemple. Vous voyez, dans mon exemple, capital social de départ, 2 000 euros. Bénéfices cumulés depuis 5 ans, 18 000 euros. 18 000 euros, hein, c'est un exemple. Donc, c'est les bénéfices cumulés qui n'ont pas été distribués, 18 000 euros. Donc, ils sont venus s'ajouter à la richesse d'entreprise. Et puis, ce qui n'apparaît pas dans les comptes, c'est la valeur de l'activité. La valeur, il y a la valeur financière, c'est celle qu'on vient de voir, le capital social et les bénéfices cumulés. Et puis, il y a la valeur de l'activité. C'est le fonds de commerce, entre guillemets, pour les commerçants. C'est la clientèle pour les professions libérales. C'est alors, il n'y a pas d'autre mot que fonds de commerce en fait dans le commercial et dans la comptabilité en France, mais les anglo-saxons appellent ça le goodwill. Le goodwill, c'est la valeur, euh, c'est la valeur intrinsèque, si vous voulez, c'est la valeur de l'activité. Le goodwill, c'est la richesse qui a été créée de par l'activité. D'accord? Donc ça n'apparaît pas dans les comptes. Ça n'apparaît pas dans vos comptes. Et ça se calcule souvent par rapport à votre chiffre d'affaires. D'accord? Donc, selon la nature de votre activité, eh bien, vous avez des coefficients de valorisation. Alors, je vous prends la restauration, ça va être entre 60% et 100% du chiffre d'affaires. D'accord? Les avocats, c'est 80%. Les dentistes, c'est 120%. L'édition, ça varie entre 50 et 100, 120, parfois plus, selon la récurrence. D'accord? Donc, chaque activité a son coefficient de valorisation et cette valeur qui n'apparaît pas dans les comptes, il faut la rajouter aux 2 chiffres précédents. D'accord? Donc, vous voyez que dans l'exemple, eh bien, on arrive à une valeur de 80 000 euros. Je vous montre concrètement, si vous voulez prendre vos comptes, très rapidement, où est-ce que vous devez aller. Donc là, c'est un exemple
de compte simplifié, bilan simplifié. Donc, si vous êtes en SARL, par exemple, ou en SASU, normalement, vous avez des comptes, votre expert comptable doit vous transmettre des comptes qui ressemblent à ça. Donc, à gauche, vous avez l'actif et le passif. Et à droite, donc actif et passif, c'est la photo du patrimoine de l'entreprise à la date de clôture. Et à droite, vous avez le compte de résultat. Bon. Donc, pour avoir le montant de vos capitaux propres, vous regardez, donc ça s'appelle bilan simplifié. Et vous allez regarder, alors vous penchez votre tête et vous voyez les capitaux propres. C'est vraiment marqué, c'est bien caché, c'est bien planqué. C'est pour ça que je vous mets en rouge. Les capitaux propres, ils sont indiqués au milieu de la page, voilà, capitaux propres, et de bas en haut, c'est-à-dire verticalement. Donc, le montant des capitaux propres, c'est là où c'est le numéro 2. Donc, vous voyez que dans mon exemple, c'est 62 904 euros, d'accord? Alors que le capital social, il apparaît un peu plus haut, c'est 15 000 euros, d'accord? Donc, premier élément qu'on va prendre en compte, c'est 62 904 euros. Ça, c'est la valeur du capital social plus des bénéfices non distribués. Cette boîte, cette société, qui est d'ailleurs une société que j'ai vendue en 2017, elle avait 62 000 euros de capitaux propres. Et elle avait un petit chiffre d'affaires, un bon chiffre d'affaires de 291 000 euros. 291 000 euros, c'était du commissariat au compte, pour être très transparent. Donc, ça se valorise à 100% du chiffre d'affaires. Un peu plus, mais bon, pour simplifier, 100%. Donc, la valeur de son activité, c'était 291 000 euros. Donc, la valeur de cette société, c'était en théorie 62 000 plus 291 000 euros, ça fait 350 000 euros. Il y avait un cas particulier dans cette société, et ça vous concerne peut-être si vous êtes commerçant ou si vous avez acheté une clientèle, c'est que j'avais acheté un petit fonds de commerce, une petite clientèle qui apparaît ici, qui apparaît à l'actif, fonds de commerce, 55 000 euros. Donc ça, c'était mon coût d'acquisition. Donc je ne vais pas le compter deux fois, puisque je vous dis qu'aujourd'hui, enfin, le jour où je l'ai vendu, ça valait 291 000 euros parce que c'est un an de chiffre d'affaires. Ben, quand je l'avais acheté 5 ans avant, ça valait 55 000 euros. Donc j'enlève de mon total, j'enlève les 55 000 euros de départ, vous voyez, et ça arrive à 298 000 euros. Donc, si je fais une augmentation de capital, puisque c'est le sujet, si je fais une augmentation de capital, je sais que ma société, elle vaut cette somme-là. Alors, comme j'avais un capital de 15 000 euros, bon, j'ai vendu, mais j'aurais pu décider de faire entrer un partenaire. À ce moment-là, évidemment, la problématique, c'est que j'aurais pu me faire écraser si j'avais fait rentrer un partenaire, par exemple, qui m'aurait apporté 50 000 ou 100 000 euros. Donc, je vais vous expliquer, c'est la clé. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je vous promets que dans 10 minutes, vous aurez fait un bond en termes de connaissances, un bond important. Vous maîtriserez cette notion d'augmentation de capital qui est un fondamental de la gestion d'une entreprise, un tout petit peu technique, mais j'ai vraiment simplifié pour vous aider à comprendre ça. Et pour le comprendre, vous devez, on revient juste sur la notion de majorité, parce que la majorité, c'est ce qui donne le pouvoir dans les entreprises. Et donc, ayez bien en tête que tant que vous détenez plus de 50% de votre entreprise, c'est vous qui avez la main sur la rémunération, votre rémunération de dirigeant, sur les distributions de dividendes, sur le fait d'approuver les comptes ou de ne pas les approuver, sur les décisions de prendre ou pas prendre les emprunts et sur les décisions d'investir. Donc ce premier seuil est important. Tant que vous avez 50% de votre capital, eh bien, vous maîtrisez, vous tenez les rênes, au moins pour votre rémunération, ce qui est quand même tout juste très important. Même chose pour les dividendes. Le deuxième seuil, c'est le seuil des décisions, ce qu'on appelle extraordinaires, les assemblées générales extraordinaires. Donc là, c'est 66% maintenant dans toutes les entreprises. Pour ça, il faut que vous ayez 66% d'épargne. D'accord? Donc si vous faites une augmentation de capital, ayez toujours en tête ce seuil des 66%, parce que si vous lâchez au-delà, enfin, en dessous des 66%, eh bien, vous ne maîtriserez plus, vous n'aurez plus les rênes pour décider, notamment les augmentations de capital. Donc, vous comprenez bien que si vous passez sous le seuil des 66%, eh bien, ça veut dire que votre associé, il a ce qu'on appelle une minorité de blocage, il n'a pas la majorité, mais avec 34%, 35%, il peut vous empêcher de décider, notamment de faire une autre augmentation de capital. Donc, il y a un vrai sujet sur ce seuil de 66% des parts. C'est aussi cette majorité qu'il faut avoir pour racheter d'autres entreprises ou même pour vendre en général sa propre entreprise. D'accord?
Donc, très important, ces 2 seuils. Alors, la clé qu'on va tourner, c'est cette notion de prime d'émission. La prime d'émission, c'est la solution magique pour permettre de faire rentrer de l'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent, avec un tout petit capital sans perdre le pouvoir. Donc les primes d'émission, comment ça marche? La solution, je sais que vous êtes totalement impatient, ça arrive. On va prendre vraiment un exemple chiffré, comme ça vous ne pourrez pas dire que les choses ne sont pas claires. Valeur de votre entreprise, on va dire que ça vaut 90 000 euros. Votre besoin financier, c'est de 10 000 euros. 10 000 euros, vous avez besoin de financier de 10 000 euros. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, si vous faites une augmentation de capital de 10 000 euros, l'associé qui va rentrer, il va mettre 10 000 euros dans la société. Donc, la valeur de la société qui est à 90 000 euros, elle va monter, vous le voyez, à 10 000 euros. Je ne peux pas mettre la main sur le doc là, l'histoire ne me le permet pas, mais enfin, vous voyez que la valeur de la société passe de 90 000 à 100 000 euros. D'accord? Donc, ce qu'a apporté votre associé, eh bien, il a apporté 10 000 euros qui ne représentent que 10% de la valeur de la société après son apport, ce qu'on appelle post-monnaie, c'est-à-dire après avoir apporté l'argent. D'accord? Pré-monnaie, la valeur de la société était 90 000 euros. Post-monnaie, une fois que l'argent est rentré, la valeur de la société, c'est 100 000 euros. Et vous voyez que, puisqu'il a apporté 10 000 euros, il va falloir qu'au final, il n'ait que 10% de la société et non pas 90%. Non, vous allez donner 10%. Alors, votre problème, c'est que votre capital de départ, c'est 1 000 euros. D'accord? Donc, 1 000 euros, l'associé apporte 10 000 euros. Vous comprenez bien qu'arithmétiquement parlant, si vous lui donnez des parts, des actions identiques à celles que vous détenez, eh bien, à ce moment-là, il va prendre 90% du capital de la société, et puis là, les choses seront complètement déséquilibrées. Donc pour ça, le Code de commerce a prévu quelque chose de très simple, c'est les prix d'émission, capital social. C'est pas quelque chose que j'invente, c'est pas quelque chose qui a été bricolé, c'est vraiment quelque chose qui est dans le droit des sociétés, c'est les primes d'émission. Alors, la prime d'émission, voilà comment ça marche. Donc, on le disait, capital social de départ, 1 000 euros. La valeur apportée, on l'a dit tout à l'heure, c'est 10%. Notre associé, il a apporté 10%. D'accord? Donc, on va augmenter le capital de 10%. C'est-à-dire 10% pour que votre associé ait 10% du capital. Eh bien, vous voyez la petite formule, on va augmenter le capital de 111 euros. Donc, le capital, il va passer de 1 000 euros à 1 111 euros. Voilà. 1 000 euros, 1 111 euros. Ça, c'est l'augmentation de capital d'un point de vue juridique dans vos documents, dans vos assemblées générales. Lorsque vous allez faire l'opération, il sera marqué augmentation de capital réelle de 111 euros, mais il va quand même payer 10 000 euros. Vous allez comprendre pourquoi dans le slide suivant. Il va payer 10 000 euros. Alors, où est-ce qu'on met la différence entre les 10 000 euros qu'il a apportés et les 111 euros d'augmentation de capital, puisque vous ne lui donnez que 100 euros pour qu'il ait les 10%, eh bien, la différence, c'est les primes d'émission. Les primes d'émission, elles vont être mises dans un pot commun, c'est-à-dire qu'elles tombent dans le pot commun des associés. Donc, ces primes d'émission, elles vous reviennent à hauteur de 10%, de 90%, pardon, puisque vous avez 90%, et puis l'associé, puisqu'il y a 10% de la valeur de la société, quelque part, il garde 10% de ses primes d'émission. Mais vous comprenez que les 10 000 euros apportés sont éclatés en augmentation de capital qui, pour finir, augmente très peu, parce que vous avez compris que s'il augmentait plus que 10%, plus que les 111 euros, ben là, évidemment, vous vous faisiez écraser. Donc, il y a ce split entre augmentation de capital, 111 euros, et 9 889 euros de primes d'émission qui vont dans le pot commun. Voilà, c'est aussi simple que ça. 100 000 euros, c'est écrit en dessous. Essayez de comprendre la mécanique, parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et vous comprenez pourquoi il y a des entreprises qui sont cotées en bourse, qui ont 50 000 euros de capital, qui font une augmentation ou nominale, c'est la part nominale de quelques actions, et qui font entrer plusieurs centaines, plusieurs millions d'euros, notamment les startups. Elles ont toujours un tout petit capital, mais elles font
des augmentations de capital avec des primes d'émission très, très, très élevées, puisque leurs valorisations sont en général de très forte croissance. Et donc, c'est mis dans le pot commun. Et par cette technique-là, eh bien, votre capital, il augmente un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, et alors que la valeur de l'entreprise elle-même augmente beaucoup plus. Cette technique des primes d'émission, c'est très simple. En général, une fois qu'on se le fait expliquer, on la comprend. J'espère que ça a été clair pour vous. Euh, alors maintenant, on passe à l'aspect pratique. Quelles actions faire concrètement pour augmenter son capital si vous souhaitez le faire? La première chose, c'est que vous devez convoquer une assemblée générale extraordinaire. Si vous êtes seul, c'est une décision extraordinaire de l'associé unique, mais si vous avez des associés, il faut les réunir en assemblée générale extraordinaire. Donc la décision va se prendre, on l'a vu, à 66%. L'argent doit être versé sur le compte bancaire de la société, bien évidemment. Ensuite, vous allez modifier les statuts. Ensuite, vous allez publier une annonce légale. Et puis, vous allez déposer un dossier de modification des statuts au greffe. Voilà. Donc, pour faire ça, eh bien, vous pouvez le faire par vous-même en utilisant les sites, maintenant ils sont très nombreux, des Legal Tech. Alors, on est partenaire de très nombreux Legal Tech chez Sobiz, mais j'en cite trois, Legal Start, Legal Place et Legal Start, Legal Place et Captain Contrat, qui sont trois acteurs vraiment voilà, très bien outillés, à peu près pour le même prix. Ils vous permettent de faire l'opération. Bon, c'est quand même une opération un peu technique, même si eux vous aident. Moi, je vous recommande de vous faire aider par un avocat. Ça coûte un peu cher, mais enfin, il y en a qui font très bien le job, ou par un expert comptable. Si vous êtes client chez Sobiz, et bien évidemment, on peut manager ça, piloter cette opération. Alors, si vous cherchez de l'argent, soit vous avez déjà l'associé dans votre réseau et, ou amis, enfin, vous avez des gens qui vous font confiance et qui vont vous apporter de l'argent. Si vous cherchez de l'argent, juste une petite info, voilà les différents canaux qui peuvent vous permettre de lever des fonds. Bon, votre réseau, c'est le meilleur cas, je vous le dis, je vous le redis. Sollicitez la famille, les amis. En général, ça marche bien. Les sites de crowdfunding, je vous en ai mis plusieurs. Alors évidemment, il faut avoir une certaine taille et en général, il faut avoir au moins 2 bilans bénéficiaires devant soi, plus évidemment du chiffre d'affaires. C'est voilà, je connais plusieurs entreprises qui sont allées sur Anaxago. Anaxago, ça fonctionne bien pour des projets start-up et il faut néanmoins déjà être bénéficiaire. Bon, les business angels, ça, vous en trouverez dans votre réseau également, où il y a des clubs de business angel un peu partout, mais enfin, ils sont plus tellement angel parce que c'est quand même, ils sont extrêmement sollicités, donc c'est quand même très difficile de lever auprès de business angel quand on n'a pas une introduction particulière. Les fonds d'investissement, là aussi, les fonds d'investissement, aujourd'hui à Paris, très honnêtement, si vous êtes en mode start-up, c'est quasiment impossible de toucher et de lever directement un fonds d'investissement, sauf si vous êtes en série B, c'est-à-dire que vous avez déjà fait une première levée de fonds. Mais si vous êtes en première levée de fonds, eh bien, c'est impossible. Perdez pas de temps à envoyer des dossiers au fonds d'investissement. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes de ressources humaines, donc ils reçoivent à peu près chacun 50 dossiers par jour. Ils n'ont pas les bras pour le traiter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que font les fonds d'investissement aujourd'hui? Ils passent par des filtres qui analysent les dossiers pour eux, qui sont les banques d'affaires. Voilà, les banques d'affaires, il y en a deux, trois, là aussi, il y a en France qui marchent bien. Il y a Avolta, que je connais bien, Philippe Rodriguez. Il y a Chausson Finance, et il y en a d'autres, mais eux-mêmes sont débordés. Mais en tous les cas, si vous voulez aller vers des fonds d'investissement, contactez-les, les banques d'affaires, parce que ce sont vraiment des filtres. Une fois que votre dossier est accepté par une banque d'affaires, eh bien, c'est des boîtes de conseil. Hein. Banque d'affaires, c'est un peu pompeux comme nom. C'est pas des banques d'affaires, c'est pas Lazare. Hein. C'est les boîtes de conseil qui sont montées, qui sont spécialisées dans les levées de fonds et qui se sont mis banque d'affaires. M&A Boutiques pour les anglo-saxons, c'est la même chose. Ce sont des boîtes de conseil très très utiles. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux pour mes clients et pour moi-même pour les levées de fonds que j'ai faites. Je suis toujours passé par des banques d'affaires. Ça simplifie tout, ça
tout, et puis d'un seul coup, ils vous présentent à 15, 20, 30 fonds d'investissement et ils vous vendent, ils vous prévendent, ils vous entraînent comme un entraîneur va aller entraîner son athlète avant un match. Donc ça aide énormément. Voilà, vous savez tout sur les levées de fonds, sur les augmentations de capital, en tout cas sur la partie technique de l'augmentation de capital. J'espère que ça vous aura donné du recul et des éléments, enfin, les connaissances pour piloter éventuellement une augmentation de capital. Je réponds aux questions maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je vois que vous avez des associés. Alors, il y en a certains parmi vous qui sont seuls, tant mieux. Vous pouvez le rester. Vous pouvez aussi faire des augmentations de capital et souscrire tout seul. Je n'ai pas trop parlé. Il y en avait quelques-uns qui étaient associés. AD Invest, Octave, je ne les connais pas particulièrement. Je connais plutôt des fonds capitaux risqueurs. Alors AD Invest, je connais de nom, mais je ne les ai pas fréquentés directement. Ernesto, rajout en compte d'associé. Alors, rajout en compte d'associé, est-ce que ça veut dire augmentation de capital par incorporation des comptes courants d'associés? Oui, c'est une technique qui est possible. Vous pouvez faire une augmentation de capital sans injecter de l'argent, mais en incorporant directement aussi des comptes courants d'associés, c'est-à-dire des dettes que la société, que votre société a vis-à-vis de vous ou que votre société a vis-à-vis de vos actionnaires. Donc, là, on est dans des modalités spécifiques d'augmentation de capital, mais en effet, une augmentation de capital, c'est pas forcément de l'argent qui rentre, ça peut être de la dette qui est intégrée au capital. Je pense que c'était ça dont parlait Ernesto. Alors, en entreprise individuelle, ce n'est pas possible. Non, en entreprise individuelle, vous n'avez pas de capital social. C'est un peu les limites de l'entreprise individuelle. Mais ce qui est possible, c'est d'apporter son entreprise individuelle à une EURL. Ça se fait beaucoup. Et c'est une opération d'ailleurs qui est assez intéressante parce que lorsque vous apportez votre entreprise individuelle, par exemple, qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires, son capital social, ça va être le montant de votre apport. Donc, si vous valorisez, par exemple, votre entreprise à 60 000 €, eh bien, sans avoir à apporter du cash, vous allez avoir tout de suite un capital de départ de 60 000 € en faisant ce qu'on appelle un apport en nature, en apportant votre entreprise individuelle à votre URL, une façon intelligente d'augmenter, donc de se créer une société avec un capital social important sans avoir à apporter son cash, enfin du cash de départ. Radel n'a pas compris le prix d'une émission. Alors, je vais pas refaire le webinaire, mais vous allez avoir un replay. Donc, j'espère que le replay sera clair. Et si c'est pas, surtout, n'hésitez pas à contacter Sobiz. Allez sur le site Sobiz, demandez un rendez-vous avec un des conseillers et on vous expliquera tout ça dans le détail. Sobiz.fr. Maxime, à qui on doit l'excellente vidéo d'introduction. Voilà. Merci Maxime d'avoir mis. Tu peux mettre aussi les coordonnées du site. Est-il possible d'augmenter le capital de son EURL si on reste seul? Oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez incorporer soit vos concurrents d'associés, c'est-à-dire la dette qu'a votre EURL à votre égard, soit tout simplement d'incorporer les réserves, c'est-à-dire les bénéfices que vous avez faits au capital. Donc, c'est deux façons intelligentes d'augmenter le capital de son EURL lorsqu'on a des réserves, lorsqu'on a de la dette. Pour vous inscrire, comment se valorise l'apport en compétences? Olivier, bonne question. Alors, l'apport en compétences, en fait, c'est juridiquement, ça n'existe pas tout à fait. L'apport en compétences, c'est dans les associations lorsqu'on fait des apports en compétences, des dons de compétences, mais peut-être que vous voulez parler de l'apport en industrie ou l'apport en nature. Donc, l'apport en nature, il faut en général avoir recours à un expert, ce qu'on appelle un commissaire aux apports, qui met un coup de tampon sur la valeur de votre apport. Ça, si vous apportez une voiture, si vous apportez du matériel informatique, etc. L'apport en industrie,
L'apport en industrie, c'est un apport qui est, vous apportez quelque chose, mais qui n'est pas valorisé dans les comptes, donc c'est mis dans les statuts. Très honnêtement, c'est dans le code de commerce, mais c'est, en 25 ans de métier, je l'ai jamais vu, d'accord? Apport en industrie, ce n'est pas valorisé. Par contre, il y a des apports, dits d'actifs incorporels. Par exemple, vous apportez aussi un site internet, si vous apportez une marque, si vous apportez des choses que vous avez développées vous avant la création de l'entreprise, ce sont des apports en nature. Alors les gens confondent souvent apport en industrie, apport en compétences ou apport en nature, mais dans 99% des cas, on parle d'apport, ce sont des apports en nature. Donc apport en nature corporel, tout ce qui se touche, et apport en nature incorporel, les marques et les sites internet, voire même les clients.